Rebonjour à tous, vous m'entendez bien ? Bon. Donc je suis très heureuse de vous présenter aujourd'hui Rachel Arditi, qui a enregistré pour la collection Écoutez lire, qui est la collection de livres audio de Gallimard, le roman de Jonathan Coe, qui s'appelle Le Royaume des Unis. Avant de vous parler du Royaume des Unis, je vais vous parler de Rachel Arditi, qui a enregistré pour Écoutez lire de très 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 beaux romans. Elle a enregistré Clara Lee Proust de Stéphane Carlier. Elle a enregistré Demandez-leur la lune d'Isabelle Pandazopoulos. Elle a enregistré Le combat d'hiver de Mourleva. Elle a enregistré Rose désert de Violaine Huisman, qui sont des choses très très différentes. Et puis ce que je voulais rappeler aussi, c'est que Rachel est également une autrice, puisqu'elle a publié un roman chez Flammarion en janvier dernier, qui s'appelle « J'ai tout dans ma tête ». Elle n'a pas eu l'occasion de le lire en livre audio, mais peut-être qu'un jour ça arrivera. J'espère. Voilà, donc aujourd'hui, elle va nous lire un extrait, une composition d'extraits de ce roman de Jonathan Coe, de manière à vous donner toute l'ampleur et finalement tout le déroulement de ce roman, qui est une sorte de présentation de la société anglaise de 1953 à nos jours, à travers le portrait d'une famille. Et ce qui est intéressant par rapport aux événements récents, c'est que ce roman s'ouvre sur le couronnement de la reine Élisabeth. Voilà. Donc c'est une actualité qui est revenue au devant de la scène récemment. Et à travers ce roman, voilà, Jonathan Coe va nous donner à voir la manière dont la société anglaise a évolué de cette époque jusqu'à nos jours. Nous t'écoutons, Rachel. Merci. Le matin du lundi 7 mai, il n'y avait toujours pas de nouvelles précises. La guerre était terminée, apparemment, mais la paix n'avait pas encore commencé. Les gens devenaient fébriles, guettant impatiemment une annonce. Devaient-ils continuer à aller travailler ? Quand allait-on les autoriser à fêter ça ? Au bout de presque 6 ans de sacrifices et de privations, ce n'était tout de même pas trop de demander quelques chansons et feux de joie, et que les pubs restent ouverts tard. En bavardant au-dessus de la clôture, le voisin de Samuel, Mr. Farthing, déclara que c'était une fichue honte, si vous me passez l'expression. Et Sam acquiesça, et ajouta que le gouvernement allait s'attirer des ennuis s'il ne laissait pas tout le monde se lâcher un peu et s'amuser un jour ou deux. Les gens s'en souviendraient à l'heure des élections. Doll avait toutes sortes d'opinions sur la politique, mais elle n'était jamais conviée à ce genre de conversation. Tandis que Mr. Farthing et son mari refaisaient le monde par-dessus la clôture du fond du jardin, elle vérifia l'heure à l'horloge de son grand-père dans le couloir et alla prendre son balai dans le placard sous l'escalier. Elle avait ses petites habitudes. À 11h moins le quart, comme chaque jour de la semaine, elle sortait toujours balayer les marches du porche, ce qui s'expliquait par une raison très précise. C'était à cette heure-là que les enfants de l'école d'en face prenaient leur pause matinale. Elle aimait sortir juste avant le début de la récréation, afin de profiter de quelques minutes pour savourer le silence coutumier et sonore de Bourneville à cette heure-ci. Ensuite, elle entendait tinter la cloche du maître, et tout de suite après, c'était parti. Le gazouillis de plus en plus sonore des voix haut perchées, d'abord étouffées, indistincts, puis soudain, les cris à plein poumon quand les portes principales de l'école s'ouvraient en grand et que 87 enfants se ruaient sur le terrain de jeu. Doll appréciait la quiétude qui enveloppait son village la majeure partie de la journée, mais elle aimait encore plus le son des 15 minutes à venir. Elle aimait le bruit des écoliers qui s'interpellaient, les cris perçants de surexcitation, la mélopée des comptines, des moqueries enfantines et des jeux à la corde à sauter. Aucun de ces éléments n'était distinctement audible, ni séparé des autres. Tout se fondait en un chœur unique, un pot-pourri adorable et chaotique de voix juvéniles. Même si Doll savait aussi, et cela augmentait considérablement son plaisir à les écouter, que la voix de sa propre fille Marie était quelque part là-dedans, bien qu'elle ne parvienne pas à l'identifier. Debout à sa porte, son balai à la main, écoutant le bruit distant de ses voix d'enfant, Doll avait le sentiment d'habiter simultanément le passé, le présent et l'avenir. Cela lui faisait penser à sa propre enfance, à l'époque où elle-même fréquentait, plus de 30 ans auparavant, les bancs de la petite école paroissiale de Wellington,
dans le Shropshire, un souvenir ancien, quoique toujours vivace. Mais cela lui rappelait aussi que ces enfants qui criaient et chantaient seraient ceux qui porteraient sur leurs épaules les années à venir, qui reconstruiraient le pays après 6 années de bataille et enterreraient le souvenir de la guerre. Le passé, le présent et l'avenir, voilà ce qu'elle entendait dans les voix des écoliers qui résonnaient depuis le terrain de jeu lors de la récréation du matin. Comme le murmure d'une rivière, comme le bruit de la marée montante, un contrepoint distant au chuintement de son balai sur les marches, une voix désincarnée chuchotant à son oreille, encore et encore, le même mantra. Plus ça change, plus c'est la même chose. Parce qu'elle avait ses petites habitudes, Doll sortit sur le porche à 11h moins le quart, le lendemain aussi, même si elle savait qu'il n'y aurait pas d'enfants à entendre cette fois. Les écoles étaient fermées ce jour-là. Et pourtant, le silence de Bourneville semblait plus profond que jamais, même en cette matinée historique. L'annonce était enfin arrivée par la radio, la veille au soir. 2 jours de célébration. Mais si certains s'attendaient à assister à des échauffourées alcoolisées ou à des scènes de danse improvisées sur les trottoirs de ces rues tranquilles et bordées d'arbres, avec leurs rangées à n'en plus finir de maisons paisibles, imperturbables, ils risquaient d'être déçus. Au contraire, les rues étaient encore plus désertes que d'ordinaire. Le silence était plus absolu. Il ne fut rompu, en fait, qu'au moment où Doll, son coup de balai terminé, s'apprêtait à rentrer, moment où elle entendit des pas, et, se tournant pour voir à qui ils appartenaient, vit passer Mr. Tucker, du numéro 18. Il portait son chapeau melon, ainsi que son plus épais par-dessus en laine peignée, malgré la chaleur. « Bonjour, Mr. T », lança-t-elle, désireuse de bavarder. « Que faites-vous en costume de travail ce matin? Personne ne vous a prévenu ?»« Eh bien non, » répondit-il du ton guindé et perpétuellement indigné qui le caractérisait. « J'ai pris le tramway pour aller en ville exactement comme d'habitude, et c'est seulement quand je suis arrivée au bureau que je me suis aperçue que quelque chose clochait. La porte était fermée, et pas le début d'une explication. Mettre un mot, ça aurait été la moindre des choses, l'affaire de quelques instants. Oh, quel dommage. Vous avez dû faire le trajet pour rien. J'imagine qu'ils ont dû penser qu'on avait tous entendu la nouvelle à la radio. »« Je n'ai pas de poste, » dit Mr. Tucker. « Bon, eh bien, maintenant vous avez 2 jours de repos et vous allez pouvoir vous joindre aux festivités avec tout le monde. Il y aura un feu de joie à Roe Heath ce soir. »« J'ai bien l'intention de trouver mieux à faire, » rétorqua Mr. Tucker. « Ce ne sera pas difficile. » Il s'apprêtait à poursuivre son chemin, mais même lui avait remarqué quelque chose d'inhabituel dans l'apparence de Doll, et il ne put réfréner sa curiosité. « Mrs. Clark, puis-je me permettre de vous demander ce que c'est que cette chose sur votre tête ?» Il désignait une feuille de papier journal, grossièrement pliée en triangle et agrémentée de bandes rouges, blanches et bleues, dessinées au crayon de couleur et qui trônaient sur la chevelure auburn de Doll. « C'est un chapeau, » dit-elle. « Marie a passé sa matinée à les confectionner. Voulez-vous que je lui demande de vous en faire un ?»« Non, merci, » répondit-il. « Je comprends bien que l'heure est à la fête, mais tout de même, il existe une chose qui s'appelle la dignité. La dignité en toutes circonstances. » Il reprit son chemin, trébuchant brièvement sur une racine de tilleul qui avait commencé à créer un renflement sous le trottoir. Doll étouffa un petit rire, tandis qu'il s'efforçait de faire comme si de rien n'était et poursuivait sa route. Elle suivit des yeux sa silhouette qui s'éloignait et songea que cet homme était certes un mystère, mais qui ne faisait de tort à personne, lui qui vivait tout seul au numéro 18, sans jamais causer d'histoire ni de tapage, entretenait parfaitement son jardin et repeignait ses fenêtres et ses portes tous les 2 ou 3 ans. Elle était vraiment bien lotie côté voisinage. Bourneville était un quartier de standing. Les gens d'ici, c'était le dessus du panier. Et ça comptait pour Doll, qui n'avait jamais ressenti la moindre contradiction entre ses 3 principales convictions. Son christianisme, son socialisme et son snobisme. Elle vit Mr. Tucker ouvrir sa porte, se retourner pour jeter un ultime regard de désapprobation à son chapeau en papier,
puis disparaître. Ses pas ne faisaient pratiquement pas de bruit, mais maintenant qu'il était parti, ce drôle de silence absolu sembla retomber presque immédiatement. L'atmosphère du village était vraiment étrange ce jour-là. Tous paraissaient perturbés, à la fois excités et épuisés, comme déchirés entre le bonheur que la guerre soit enfin terminée et la liberté de reconnaître enfin quelle épreuve terrible elle avait été, et de sombrer en réaction dans une mélancolie pleine de lassitude. Doll elle-même se sentait fébrile. Elle attendait avec impatience le feu de joie de ce soir. Mais à part ça, que faire? Comment était-il censé passer le temps? On avait dit à Sam de prendre sa journée et il était actuellement assis dans le salon, absorbé dans la lecture de l'album de Marie. Rentrant à l'intérieur de la maison, elle passa la tête dans l'encadrement de la porte du séjour pour voir ce qu'il faisait et fut d'abord agacée de le découvrir en train de paresser dans son fauteuil, ignorant sa présence, le regard gaiement rivé sur une bande dessinée destinée aux enfants de 10 ans. Mais elle s'adoucit en voyant le sourire sur son visage, la lueur de plaisir enfantin dans ses yeux, alors qu'il suivait les derniers exploits de Desperate Dan et sa prodigieuse consommation de tourte à la vache. C'est pourquoi, au lieu de lui faire de reproches, elle se contenta de lui dire d'un ton moqueur « Alors, on rattrape ses lectures ?» Sam posa l'album en sursautant d'un air coupable. « Tu m'as dit que tu comptais te remettre au livre d'histoire et essayer de reprendre Guerre et paix. » « Je vais le faire dès que j'aurai un petit moment. » Doll ramassa l'album. « Corky the Cat » lut-elle avant de réciter la comptine qui ouvrait la bande dessinée en première page. Un homme adulte lire des choses pareilles. C'est pour ça que tu es là, pour me faire une scène. Non, je suis venue voir ce que fabrique Marie. Je croyais qu'elle confectionnait des chapeaux. Mais elle a terminé, elle est dans le jardin. Eh bien, elle ne peut pas passer sa journée dehors. Elle a des choses à faire. Oh, pour l'amour du ciel! Enfin! S'écria Sam, exaspéré. C'est une journée spéciale aujourd'hui. Tout le monde est censé faire la fête. Il n'empêche que Mrs. Barker arrive à 5h30, comme tous les mardis. Et ça fait des jours que je n'ai pas entendu Marie faire ses gammes. Regarde-moi ça. Elle n'a pas touché à son Beethoven. Avec réticence, Sam reposa l'album et se leva. « Je vais lui parler, » dit-il. Marie était assise sous le pommier, sur le banc en bois grossier que Sam avait conçu et fabriqué quelques années plus tôt et qui, contre toute attente, ne s'était pas encore effondré ni désintégré. Il s'assit auprès de sa fille et alluma sa pipe, puis lui tendit sa tabatière et la laissa porter à son nez, pour inhaler son parfum intense et entêtant. Elle adorait l'odeur de son tabac. « Tu n'as pas envie de bouquiner ?» demanda-t-il, désignant du menton le livre qu'elle avait posé sur ses genoux sans l'ouvrir. « Je suis dans de grandes pensées, » répondit solennellement l'enfant. « Ah !» Sam tira 2 ou 3 fois sur sa pipe pour essayer de l'allumer. « Eh bien, ça n'arrive pas tous les 4 matins. Quel type de pensée ? » Je cherchais quelle serait la meilleure façon de le tuer. S'il fallait le pendre à un lampadaire ou le brûler vif. Sam jeta un coup d'œil plein de curiosité à sa fille. Elle n'était pas souvent en proie à ce genre d'élan de sadisme. « Ce satané Adolphe, tu veux dire ?»« Non, pas Hitler !» fit Marie avec un reniflement dédaigneux. « Je m'en fiche de lui. Je parle de Beethoven. J'ai envie qu'il souffre. » Beethoven est mort depuis longtemps, répondit son père. Et puis qu'est-ce qu'il t'a fait? Il a écrit ce morceau, cette écossaise à la noix. La semaine dernière, je l'ai travaillé encore, et ça ne sonne toujours pas comme il faut. Et cette semaine, je n'ai pas travaillé du tout. Et Mrs. Barker va être furieuse. Pourquoi est-ce que je dois la voir aujourd'hui d'abord? Je croyais que c'était censé être un jour férié. C'est un jour férié. Ça ne veut pas dire que tout doit s'arrêter. La vie doit continuer, tu sais. S'il y a bien une chose qu'on a apprise, c'est ça. Je parie qu'aucune de mes amies n'a de leçon de piano aujourd'hui. Sauf qu'elle ne joue pas aussi bien que toi.
C'est une responsabilité, tu sais. Quand tu joueras devant des salles combles au Royal Albert Hall, dans quelques années, tu seras contente d'avoir travaillé tes gammes. Marie se moqua. Je ne serai jamais assez bonne pour jouer au Royal Albert Hall. Sam lui tapota le genou. File, juste à l'intérieur. Jouer un peu, tu veux bien? Comme ça, ta mère sera contente et on pourra tous avoir la paix. Marie se leva avec un grand soupir et s'exécuta. Samuel resta sur le banc, continuant à savourer sa pipe dans la paix et le silence, avant de profiter quelques minutes plus tard des échos du combat à mort que se livraient Beethoven et sa fille. Mais bientôt Doll apparut, avec un visiteur inattendu, son beau-frère. Alors je vais un petit peu plus loin dans le texte. La journée a passé. Sam, le mari de Doll, est parti boire des coups avec d'abord son beau-frère, puis un copain, et Doll est un peu excédée. Voilà. Et on est après la leçon de piano. La leçon de piano achevée, Mrs. Barker, après quelques commentaires sévères sur la performance de Marie, alla dans la cuisine recevoir son salaire. Marie lui emboîta le pas. Elles trouvèrent Doll penchée sur sa plus énorme casserole qui touillait furieusement, le front sillonné de rides, de rage et de déception. En voyant Mrs. Barker, elle fit de son mieux pour reprendre une contenance, mais le sourire qu'elle afficha aurait glacé jusqu'au sang n'importe qui. 10 shillings, comme d'habitude ? Demanda-t-elle. C'est ça, merci. Je suppose, reprit Doll en lui tendant un billet écorné de 10 shillings, que vous ne voudriez pas rester pour le dîner. Mrs. Barker eut l'air surprise et Marie horrifiée. Quelle mouche piquait sa mère? Eh bien... Mrs. Barker parut hésiter, mais toutes deux soupçonnaient que c'était pour la forme. Elle n'avait pas de famille et s'attendait, selon toute vraisemblance, à dîner seule ce soir. « C'est du hachis », ajouta Doll, le plat préféré de Sam. Je l'ai préparé spécialement pour lui, mais on dirait qu'il ne sera pas là pour le manger. « Oh bon !» fit Mrs. Barker. « Il est allé au pub », dit Doll, « pour la 2e fois de la journée. » Je vois. Eh bien, dans ce cas... Elle inspira avec emphase, comme s'il s'agissait d'un saut irrévocable dans l'inconnu, et non simplement d'accepter une invitation de bon voisinage. Comme c'est aimable, j'aime beaucoup le hachis. À la bonne heure. Il ne sera pas totalement gâché, alors, après tout le mal que je me suis donné. Marie, mets la table pour 3. Sors l'argenterie ce soir. Tiroir du haut, dans le buffet. Marie n'aimait pas manger avec ses lourds couverts en argent, qu'on ne sortait qu'1 ou 2 fois par an et qui donnaient à tout ce qu'il touchait un goût amer et métallique. Malgré cela, le dîner fut excellent, chaud, savoureux et roboratif. Elle songea que c'était vraiment dommage que son père manque ça, et espéra qu'il n'était pas trop affamé. Mais peut-être que la bière nourrissait son homme. Sa mère et Mrs. Barker s'étaient accordé un verre de sherry à l'apéritif, petit mais néanmoins inédit, et étaient devenues très causantes et à l'aise l'une avec l'autre. Il semblait que sa professeure de piano n'était pas tout à fait la gorgone qu'imaginait Marie, même si sa présence et sa conversation donnaient tout de même à la maison une atmosphère sensiblement différente. Si quelqu'un lui avait demandé de quoi ses parents parlaient à table, Marie n'aurait pas su quoi répondre, même si elle dînait avec eux tous les soirs. Elle savait que des mots circulaient entre eux, que des nouvelles étaient échangées, des sentiments exprimés, mais tout ce qu'ils disaient paraissait si trivial que rien ne parvenait à pénétrer sa conscience, et elle supposait que toutes les conversations d'adultes étaient comme ça. Mais Mrs. Barker semblait démentir ce préjugé. Elle disait des choses comme « Bien sûr, ce pays ne sera plus jamais le même après la guerre. » « Vous croyez ?» répondit Doll, tandis que sa fille assimilait, émerveillée, le monde de discernement et d'expérience évoqué par ces 2 mots tout simples. « Bien sûr. » « Mais tout de même, c'est précisément pour ça qu'on s'est battu,
Pour préserver ce que nous avions, je veux dire. Pas pour le préserver, pour l'améliorer. Continuer à construire. Dol n'était pas très sûre de cela. Je suis juste contente que ce soit fini, dit-elle. Que nos enfants soient en sécurité et que nous puissions de nouveau dormir dans nos lits, sur nos 2 oreilles. Si je ne m'abuse, dit Mrs. Barker, en brochant un dé de pommes de terre avant de le fourrer dans sa bouche, vous avez vous-même apporté une petite contribution à l'effort de guerre, n'est-ce pas? Vous avez travaillé à l'usine un moment. C'est exact, dit Dol. Et comment était-ce? Oh, le travail était très ennuyeux. Et pourtant, l'aiguillonna Mrs. Barker. Ses yeux brillaient dans l'attente de sa réponse. Eh bien, je n'ai pas trouvé ça désagréable, je dois dire. Pas désagréable du tout. Ça vous a plu de passer du temps avec les autres femmes, les autres filles? Oui, il y avait ça, mais aussi, vous voyez, ça me changeait. Une manière de sortir de la routine. Bien sûr, c'était dur pour Marie. Elle devait rentrer seule de l'école, se préparer son thé toute seule. Ça ne me dérangeait pas du tout. Intervint vivement Marie. Voilà. Vous voyez, dit Mrs. Barker, les enfants sont capables de beaucoup plus d'indépendance que ce que nous leur autorisons. Je crois, dit Mrs. Barker, que vous pourriez réfléchir à réintégrer le marché du travail maintenant que la guerre est terminée. Un long silence suivit, puis Mrs. Barker regarda sa montre-bracelet et dit « Eh bien, c'était vraiment un régal inattendu, mais je dois y aller. C'est presque l'heure d'aller à l'église. » « Oh, à l'église ?» demanda Dol, perplexe. « Un mardi ?» ?»« Oui. Le révérend Chapman donne une messe spéciale, vous ne saviez pas ?»« Non, personne ne me l'a dit. » « Vous voudriez peut-être venir ?»« Bien sûr !» répondit Dol en se levant avec enthousiasme. Elle ne manquait jamais une occasion d'aller à l'église, elle adorait ça, autant que d'autres femmes aimaient aller au cinéma. « Marie, mets ton chapeau et ton manteau. »« Oh, je suis obligée de venir aussi ?» dit Marie, le cœur serré rien qu'à cette idée. Les événements prenaient une tournure épouvantable. Dans son désespoir, elle fit une proposition téméraire. « Tu ne veux pas que je reste à la maison pour faire la vaisselle ?»« Ça peut attendre, » répondit Dol. « Tu la feras au retour. On devrait juste avoir le temps avant le discours du roi, à 9h. » Et elles débarrassèrent rapidement la table toutes les trois, enfilèrent leurs manteaux et laissèrent la maison dans un savant désordre, Dol oubliant presque dans sa hâte de fermer la porte à clé, Marie traînant la patte derrière les adultes qui descendaient Birch Road à grandes enjambées, tant elles avaient hâte de rendre grâce aux dieux qui les avaient enfin libérées du péril allemand.